Ketchup Mayo, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler sport. D'habitude, on fait une émission en 4 parties pour parler foot, rugby, Formule 1, NBA. L'actu oblige, on va se limiter à 2 sports, mais du coup, on va pouvoir avoir plus de place pour les débriefer et aller un peu plus en profondeur. On va commencer avec la NBA. Avec toi, Gaëtan, comment tu vas ? Bah, très bien, et toi? Ça va, écoute, on se lève tôt pour voir ces matchs, mais heureusement, on a des beaux matchs de NBA. On va en parler tout de suite après le générique. Pulls up, three-pointer, bang, bang, it's good, wins the game. Les finales NBA. Du coup, on en est à 2 matchs. Les 2 premiers étaient à Golden State, l'équipe de Stephen Curry. Résultat, Boston qui prend le premier à la surprise générale. Après un 4e quart-temps absolument exceptionnel, on va revenir tout de suite dessus. Et puis ensuite, 2e match, la nuit, pas celle-ci, la nuit précédente. Cette fois-ci, victoire de Golden State. Facile entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas dû attendre la fin du match. Ils ont plié ça dans le 3e quart-temps. On nous dit en régie, il y a Dick West qui est avec nous. Voilà, la Formule 1 sera juste après. Émission du coup en 2 parties. Première partie NBA avec Gaëtan, deuxième partie Formule 1, où là on parlera du cas Gasly et de son avenir. Ces 2 matchs, en tant que fan de Boston, comment tu les as vécus ? Le premier, incroyable, quoi. Genre, je m'attendais pas, plus quand tu vois le scénario du match, quand même, qui était plutôt serré. Mais après, dans le 3e quart-temps, ils prennent un plus 15 à un moment donné. Ouais. Ils ressortent du 3e pour aller au 4e avec 10 points de retard, je crois. 14, je crois même. 14 même. Ouais, 14 et vous faites ça très bien. Et là, ils ont juste déroulé, joué leur Ouais. basket sans pression, avec quand même un pourcentage de réussite à 3 points Incroyable. exceptionnel. Ouais. Des joueurs qu'on attendait, peut-être pas comme un Derrick White qui te fait un 4e quart-temps juste de folie. Un Horford aussi qui lâche un gros match, un Brown aussi. On a un Tatum qui fait un match plutôt même carrément décevant. Ouais. Alors qu'il s'est réinventé dans la passe, il Ouais. fait que 12 points à 3 sur 17 au shoot, mais par contre il te fait 13 passes D. Mais c'est ça qui a été ça, par exemple, l'intelligence qu'il a eu. Alors qu'un Tatum, peut-être il y a quelques années, aurait tenté à continuer à forcer. Ouais. Et il a vu qu'il n'était pas en réussite de ce côté-là, donc il a commencé à se mettre en passeur en attaquant souvent l'intérieur. Et il attaquait souvent l'intérieur, et après, dès qu'il trouvait une bonne passe à 3 points. Donc un Tatum quand même qui a fait le taf, on peut dire, un peu offensivement, même si c'est quand même pas un grand match pour le joueur qu'il est. Et du coup, les Celtics qui s'en sortent avec un 120 à 109, je crois. 108. Ouais. Et qui remporte ce Game 1 à la surprise plutôt générale. Que nous, on avait dit, je m'en souviens, que on pensait qu'ils allaient prendre un peu une dérouillée dans ce premier match, comme ils sortaient de matchs compliqués. Et Warriors avaient eu le temps de se reposer. Et ben non, au final, c'est peut-être l'allant de Boston qui a pris le dessus et qui a fait qu'ils ont remporté ce Game 1. Ils étaient dans l'élan. 40 dans le chat, Dick West, c'est 46 dans le 4e quart-temps. Assez fou ce 4e quart-temps, puisque à la fin du 3e, ils sont menés de 14 points. Après un gros run, encore une fois, dans le 3e quart-temps des Warriors. On est à la 9e minute du 4e quart-temps, je crois. Enfin, il reste 9 minutes sur le compteur. En l'espace de 3 minutes, vous revenez quasiment au score. Je crois que vous passez de moins 14 à moins 2 ou moins 3. Vous êtes à une possession en 3 minutes. Complètement fou ce que vous avez fait. Et puis il y a eu un énorme Al Horford pour son premier match de finale NBA. Lui qui avait le record all-time de matchs joués de playoff sans aller en finale. Il a pas parfaitement fêté ça. En plus, c'était son anniversaire le soir. 9 sur 12 au shoot, je crois qu'il est à 6 sur 7 à 3 points ou 6 sur 8 à 3 points, quelque chose comme ça, complètement fou. Un Brown bien, un Smart plus ou moins dans son match, un très grand Derrick White, on en parlera juste après un peu dans nos tops et nos flops. À côté de ça, on a un Klay Thompson qui a eu un peu de mal à se mettre en jambe sur le game 1, ça n'a pas été beaucoup mieux sur le game 2 où il est à 4 sur 19, Klay Thompson. Mais bon, sur le game 2, on savait que il fallait que vous en preniez un, c'était ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est un peu ce que disent les experts. Il fallait que Boston en prenne un, vous l'avez fait dès le premier game.
Du coup, c'est peut-être aussi ce qui a expliqué que le fait que très rapidement vous avez laissé le deuxième match, vous n'êtes pas allé comme effectivement le Game 3 où finalement vous auriez pu avoir le même état d'esprit que dans le Game 1, pardon, et retourner au charbon pour essayer de revenir. Là, on n'a pas senti ça du tout. On a vu Ime Udoka faire complètement tourner l'effectif en début de quatrième quart-temps. Signe de on prend cette défaite-là. On reviendra plus fort à Boston. Sur ce match-là, il y a quand même une grosse différence, surtout côté Celtics. Parce que côté Warriors, on a un Curry à 34 points puis à 29 points. On a un Wiggins plus ou moins dans ce range-là. On a un Poole qui s'est un peu réveillé. De votre côté, vous avez perdu quand même 2 soldats en chemin entre le Game 1 et le Game 2. C'est Al Horford qui passe de 26 points à 2 points et Marcus Smart qui passe de 18 à 2 points également. Est-ce que pour toi, vous perdez la rencontre à cause du manquement offensif de ces joueurs-là, de leur contribution offensive, ou il y a eu d'autres mais déjà, en regardant le match, je trouve que le match était quand même très serré avant. Pendant les 2 premiers quart-temps, franchement, à chaque fois, ça se rendait coup pour coup. Et il y en a un qui passait devant, puis l'autre, comme ça. Et franchement, c'était super serré. T'avais un Tatum qui prenait vraiment le leader, des fois qui prenait feu à 3 points, avec une crise un peu de réussite à 3 points. Et t'avais après, même après, c'est sûr qu'après, quand tu regardes les Boston Celtics, t'avais que Tatum, malheureusement, dans ce premier quart-temps. Et je trouve ce qui a changé, c'est il y a eu la mi-temps et tout. Mais franchement, le 3 points de poule en fin de troisième quart-temps. De deuxième quart-temps. Juste avant la mi-temps. Ouais. Je crois que c'était. Non, c'est à la fin du troisième. C'est à la fin du troisième. Ouais, parce qu'il y a que 2 points d'écart à la mi-temps. Et je crois que c'est à la fin du troisième, c'est vraiment en mode on tire le rideau. Je crois que c'était. Tu mets un doute. Je vais aller le checker vite fait, vas-y, continue. Mais du coup, franchement, là tu sentais que c'était terminé. Il y a eu même la salle, l'ambiance, ça a réveillé tout le monde. Et justement, Poole commençait à se chauffer, et après celui-là, voilà, c'est bon, il était inarrêtable. Fin du troisième quart-temps, effectivement. Fin du troisième ? Ouais, il y avait 20 points d'écart. Il y avait déjà 20 points, donc de toute façon c'était déjà mort. Ouais. Mais là ça les a achevés. Et dans ce troisième quart-temps, il y a vraiment eu qu'une équipe, quoi. 35-14. Hein. Ouais, les Celtics n'ont pas joué, je sais pas, que ce soit défensivement ou offensivement, ils avaient du mal avec leur switch, je trouvais, défensif sur les joueurs, alors que c'est leur grande force. Ils ont eu du mal plusieurs fois, même pendant le match, on les a vus un peu se regarder et se dire c'est à toi d'y aller. Sur les switches, ils ont un peu de mal sur cette équipe. Plusieurs fois ils se regardent, et des fois Curry, c'est déjà arrivé que Curry se retrouve tout seul à 3 points, que ce soit dans le premier ou le deuxième match. Ouais. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut qu'ils corrigent, alors que ce qui a fait leur grande force. Et ce qui leur a manqué, bien sûr, c'est un White qui a mis quand même ses 12 points, mais un Horford qui a mis que 2 points, Smart qui a mis que 2 points comme tu as dit, et un Brand qui a mis combien de poins, je sais plus. 17 à 5 sur 17, c'est 17, lui qui a pêché. Mais ils ont besoin soit d'un Tatum qui le fait de temps en temps, mais qui l'a moins fait, et qui le fait moins, je trouve, là, pour l'instant sur cette série. Mais un Brand qui vient provoquer, qui vient percuter cette défense et rentrer à l'intérieur. On voit en plus que physiquement sur les premiers cartons des 2 matchs, mais sur le deuxième encore plus, tu sens qu'en plus il commence bien, Jaylen Brown dans le deuxième match, et tu sens qu'il y a une énorme capacité physique, il y a un énorme écart entre lui et sa match-up en face, on sent qu'il peut tous les prendre physiquement, et c'est vrai que ce qui a manqué, je trouve, à Brown et au Boston, c'est le manque de lancer franc. C'est de pas assez provoquer et rentrer dans la raquette, et puis aller chercher une faute, 2 fautes, 3 fautes, ce qui t'aurait permis peut-être de rendre le match différent, parce que on voit d'ailleurs en plus qu'il y a Green qui est pas loin de se prendre 2 fautes techniques et d'être expulsé du match assez rapidement dans la rencontre. Finalement les arbitres sont assez cléments avec lui, mais c'est un peu là-dessus où je trouve qu'il a manqué une certaine agressivité de Tatum et de Brown pour aller chercher des points dans la raquette. Mais quand tu regardes les 2 matchs, franchement, Tatum il a très peu attaqué le cercle, et quand il a attaqué il est jamais très peu souvent en réussite. Et pareil pour Brown, d'habitude dans ce deuxième match, en tout cas le premier, ça c'est sûr qu'il a fait un match incroyable, il a attaqué les cercles et tout, mais dans le deuxième match il manquait cette envie. Et en plus quand ils attaquent le cercle, c'est aussi un effort physique à faire pour le défenseur qui est devant lui.
Et souvent, je pense que ça sera Thompson. Mm. Et donc, aller attaquer Thompson, c'est pas bête pour peut-être lui faire provoquer des fautes, pour essayer de le fatiguer. Et là, on voit, bon, il a pas beaucoup scoré, mais à un moment donné, il peut prendre feu, Thompson, on le sait très bien. Donc, il faut constamment essayer de l'attaquer pour le faire provoquer des fautes. Tu sais que Curry il fera quelques fautes, mais sans plus. Souvent, le plus souvent, c'est qu'il fera des fautes offensives. Mais défensives, bon, il fait ce qu'il peut, mais il défend avec quand même large. Donc, soit t'attaques. Ouais, il faut attaquer un des deux. Après, souvent, ils essayent de mettre quand même un Draymond Green et tout. Donc, c'est compliqué, mais ils ont besoin de cette percussion. Parce que c'est ce qu'il faut à leur jeu pour avoir plus de différence. En mode, ils jouent beaucoup à 3 points. Mais à part eux deux, Tatum et Brand, qui peuvent attaquer le cercle, aucun des autres joueurs peuvent attaquer le cercle, à part peut-être un Derek White. Ouais, encore. Ouais, voilà, il va faire il va aller à mi-distance. Il va pas vraiment attaquer Non, le cercle, mi-distance. mais c'est sûr que des Jaylen Brown et Tatum qui iraient attaquer le cercle, ça laisserait plus d'espace à des Smart et et Derrick White à l'extérieur. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est et du coup, par exemple, quand on regarde le premier match, Mm. un Tatum qui a attaqué pas mal de fois quand même le cercle, mais pour faire les passes, a fait briller un Smart, un White, un Ouais. Horford. Alors que Tatum était plutôt à 3 points au deuxième match, et du coup on a vu qu'il a scoré, mais ça a moins fait briller les autres. Et du coup c'était peut-être un Jalen Brown de le faire, mais Jalen Brown on voit que il a fait parfois, mais le seul moment où il a fait c'est pour essayer de tenter un tir compliqué que d'habitude il les rentre. Souvent quand même on peut dire que c'est quelqu'un qui sait rentrer des shoots compliqués, mais là il les a pas mis. Donc est-ce que c'était pas à lui peut-être de se dire, comme un Tatum au premier match, je rentre pas mes shoots compliqués que je rentre d'habitude. Et je vais aller me rassurer dans la raquette. Ouais. Voilà, est-ce que je vais pas faire comme un Tatum, aller attaquer le cercle et au dernier moment passe à l'extérieur pour un Horford, voilà. Et peut-être c'est ce qu'il a manqué au 6 pour l'emporter dans le Game 2. En tout cas, on a eu 2 très belles rencontres. Vraiment, voilà, on se lève la nuit, mais c'est pas pour rien. On a vraiment des belles match-up. Elles pourraient être encore plus belles, ces rencontres, si tous les grands joueurs, toutes les stars étaient présentes. On va passer maintenant au top et flop commun. Donc, on va prendre les joueurs des deux équipes et essayer de dresser notre top 3 pour l'instant des 3 joueurs qui performent les deux équipes confondues. Et à l'inverse, peut-être ceux qui, pour l'instant, sur les 2 matchs, soit manque de régularité entre le match 1 et le 2, soit passer à côté des 2 matchs. On commence par les flops, ça te dit ? Allez. On commence par les flops, on le fait dans l'ordre 3-2-1. Okay. Qui on peut mettre en 3ème position sur le tableau ? Est-ce que peut-être que Tatum, ça rentre dans les flops ou... Non, parce qu'au final, quand tu regardes le deuxième match qu'il a fait, bon après c'est sûr, il l'emporte pas. Il fait un très bon deuxième match. Et dans le premier match, quand même, il met ses 13 passes. Il fait un double-double au final, même si il a un pourcentage de shoot qui est pas de son niveau. Mais du coup, au final, sur les 2 matchs, il a réussi à aider l'équipe, à servir son équipe. Donc je le mettrai pas en flop. Poole alors peut-être. Poole, il a du mal, je sais Moi pas. déjà je mettrais Thompson en flop. Qui ça ? Thompson. Ouais. Je trouve que défensivement, il est pas encore à la hauteur de ce qu'il... c'est vrai qu'on compare à ce qu'il était. Mais défensivement, il est pas. Ah, mais Thompson, moi Klay Thompson, je le mets premier en fait. Pour moi, c'est le plus gros flop de ok, toi tu voulais. Ah, bah vas-y, on va le faire comme dans Star. Vas-y, okay. Moi je suis d'accord avec toi pour mettre que Klay Thompson c'est le plus gros flop. Thompson, plus gros flop, ouais. Pas présent sur les 2 matchs. Premier match, il met que 15 points. Deuxième match, il met que 11 points à 4 sur 19. On est loin du Thompson, surtout qu'en plus, il met des. Il a vraiment du mal sur sa ligne quoi. Et des fois il y a des shoots quand même qui sont pas mal ouverts, qui loupent. Et ouais, défensivement il est un peu moins présent qu'avant. Thompson 100% nous dit dans le chat. Ouais, franchement Thompson flop numéro 1, après flop numéro 2. Par contre s'il se réveille au game chez vous, faudrait qu'ils en prennent un et avec un gros Thompson. Et moi surtout je pense que le game 5 chez eux, y a moyen que Thompson, et parce qu'il en est totalement capable aussi, mais s'il peut rien que mettre 25 pour 1, peut-être monter à 35
Mais en tout cas, déjà, s'il fait un match à 25 où en fait il rassure et il met des points ultra importants, très clutch, Ouais. c'est ce qui manque pour l'instant à Thompson. C'est qu'il y a très peu de régularité dans le shoot dans ces matchs. T'as l'impression qu'il n'arrive pas à prendre feu, il n'arrive pas à entrer 2-3 shoots en très peu de temps ou dans un money time. Et du coup, on a un joueur qui est moyen. Enfin, il n'a pas des stats dégueulasses, hein. Il est à 15 points et 11 points sur les deux rencontres. 11 points, c'est quand même assez moche pour Klay Thompson. Quand tu sais que normalement c'est ta deuxième carte offensive. Mais c'est vrai que moi je le mettrais premier. Ils disent quoi dans le chat? Après, il revient de 2 saisons blanches. Mais évidemment qu'il revient de 2 saisons blanches et c'est pour ça que. Mais bon, d'un autre côté, il a tellement bien réussi son retour. Il fait des playoffs plutôt corrects et même un peu plus que corrects. Et là, on sent que il manque un Klay Thompson et il fait un peu de la peine limite sur le terrain parce que il n'a pas un énorme temps de jeu. Quand il est là, il n'est pas décisif du tout. Donc moi, je le mettrais. En tout cas, c'est ma plus grosse déception de ces 2 premiers matchs. Parce qu'en vrai, quand même on a des matchs de bon niveau, quand tu regardes les deux équipes, c'est dur quand même de trouver un Ah oui, vrai c'est flop. ça. Et lui, vu son niveau, vu son nom, il sort pour moi largement du lot en flop numéro 1. Ouais. Après, par contre, je te dirais flop numéro 2 et 3. Moi, je vois Marcus Smart en flop 2. J'y ai pensé parce que je trouve que, pareil, défensivement, il est moins bon. Et, même offensivement. Ouais, même offensivement. Putain, du coup, c'est quoi? C'est le match 1 où avant que vous reveniez, il te loupe 3 shoots ouverts à 3 points d'affilée. Ouais. C'est sur le match 1, je crois. Ou alors peut-être que vous êtes déjà revenu, mais ça vous fait pas défaut parce que vous pliez le match. Et par exemple, Smart, sur le deuxième match, on le voit pas. Non, Soit on le voit pas. Défensivement, on le Ouais. voit pas. Non. Défensivement, c'était Robs Williams qui fait Ouais. un gros match et Horford qui arrive à un contenir, mais Smart, je le vois pas. Non. Donc ouais, deuxième, je suis d'accord avec toi, Smart. Marcus Smart. Et puis troisième, moi ça se joue entre Poole, franchement, et Tatum, Wiggins. Après, mettre 2 flops. En fait, tu sens que Wiggins, c'est un peu pareil que Thompson. Pour l'instant, c'est juste le minimum. Mais putain, c'est lui aussi, il commence à prendre confiance et à venir vous faire chier dans la raquette. Ouais, mais quand même, parce Wiggins, que- ça fait un gros premier match. Ouais. Moi, Et je trouve qu'il fait un bon premier match. donc c'est pour ça et qu'il faut pas vraiment le mettre flop. défensivement, franchement, il tient son poste, je trouve. Mm. Donc, à la limite, ouais, un Poole. Moi, je mettrais Poole parce que Poole, il passe complètement à côté de son premier match. Le deuxième, sur les 17 points, il y en a quand même pas mal qui sont dans le garbage time, dans le Ouais. 4ème quart-temps, et il met un tir incroyable, mais ça excuse pas. Sur la première mi-temps où le match est serré, Poole, fait pas la sur ses différence. rentrées, il fait absolument pas la différence et Ouais, il ça. manque. Hein. Donc, Poole, c'est pareil, c'est mieux que le premier match. Peut-être que lui, par contre, il va être décisif à Boston, et peut-être que c'est lui qui peut faire la différence. Mais moi, je mettrais peut-être plus Jordan Poole. Tatum, je suis d'accord avec toi. Il fait certes 12 points sur le premier match, mais il y a 13 passes décisives, c'est quand même énorme. Et c'est un peu aussi une des raisons qui fait que vous prenez le premier match. C'est que tu as un Brown qui est très fort, tu as un Horford fantastique, et tu as un Poole qui quand même distribue 13 caviar. Sur le deuxième match, il met 28 points, donc tu peux pas vraiment le mettre flop en fait. Ouais. Ce qui est flop, c'est par contre, c'est le fait que les deux soient pas bons ensemble en même temps. Mais ça, on en reparlera peut-être juste après. Du coup, on a en flop, on a Klay Thompson, Marcus Smart et Jordan Poole. Les tops, Curry premier. Curry premier, ouais. tous les jours. Franchement, il fait les 2 matchs. Il fait ces deux matchs. Ouais. Il attaque le cercle à 3 points. Franchement, il fait 2 matchs incroyables. Exceptionnel. Après, je mettrais en 2. Moi, franchement, je te mets Derrick White. En 2, Derrick White. Parce que la troisième position, je la tape entre Brown et Kevin Looney, dont on n'a pas parlé, mais sur les 2 Ouais. matchs, il est quand même ultra régulier et il fait énormément de bien. Mais quand même, Derrick White, il te sort un premier match à 21 points où tu t'attends pas à ça. Enfin, tu t'attends pas, même si il a fait ça dans la série juste avant, où il a pris feu aussi sur un match, et tu te dis, mais d'où il sort Derrick White, comment il peut faire ça? Là, tu te dis sur le match 1 qu'il faut quand même prendre, hein, sur le 120-108, il fallait que vous preniez un match, et ça passe par l'énorme match de Al Horford et Derrick White. Je peux pas mettre Al Horford dans les tops parce que sur Alors, le match 2 passe je complètement à mettrais travers. deuxième, je pense. Brown, Non, Kevin Looney. Kevin Looney. Et, Ouais. et troisième, White. Ouais. Kevin Looney, je trouve qu'aussi, ouais, défensivement, il fait un travail incroyable. Monstrueux. Et on se rend pas compte de son apport
dans l'équipe et Ouais. franchement, je suis très surpris de son niveau. Après, il montrait déjà de belles choses et tout, mais là, que ce soit défensivement ou offensivement, qui apporte quand même son truc, ouais, Looney, je le mettrais 2 et ouais, White 3 parce que même dans le deuxième match, il met quand même ses 12 points. Là, c'est sa moyenne, franchement, il est toujours dans les 15 points, donc il est à peu près dans sa moyenne. Mais le premier match qu'il te fait, Ouais. juste, c'est incroyable. Donc, ouais, je le mettrais troisième. Sur la physionomie des deux matchs, on a quand même un Golden State qui, sur les 8 cartons, du coup, sur les deux matchs, en réussit 7. Il laisse passer le quatrième carton, on l'a dit, du Game 1. Ouais. Mais dans l'ensemble, on a quand même une régularité. T'as l'impression que c'est quand même très difficile de faire un run contre eux. De l'autre côté, on a Boston qui, à l'image des joueurs qui composent son équipe, Brown fait un match sur deux. Tatum fait 2 matchs sur 2, mais 2 petits matchs. On va dire que c'est pas des grands matchs de Jason Tatum. Ouais. Alors Ford un match sur 2, Smart un match sur 2. Et finalement, bah, c'est cette régularité-là en demi-teinte, cette irrégularité plutôt de Boston qui, bah, peut-être là, quand on approche, on sent qu'en fait vous avez pris un match sur 2, le job is done, mais pour autant, on sent pas qu'il y a une énorme confiance sur les 2 matchs que vous allez recevoir. Ouais, mais en vrai, c'est Boston, je pense, cette saison. C'est-à-dire que. Enfin, cette saison, c'est playoff. C'est-à-dire que t'as un ou deux joueurs qui vont faire un gros match, mais après, peut-être les autres seront un peu en dessous du coup. T'as jamais. Enfin, à part quelques matchs où t'as toute l'équipe, franchement, qui fait un gros travail. Mais c'est une équipe pleine de surprises. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire un gros match incroyable, puis après te lâcher un match médiocre un peu de ses stars, mais tu auras quand même un joueur comme voilà, Horford qui va se dégager un peu du lot et tout. Donc c'est à eux maintenant de montrer qu'ils ont le talent pour jouer ensemble. Enfin, ça, pour jouer ensemble, ça c'est sûr, mais pour avoir le même niveau, qu'ils arrivent à se galvaniser. Franchement, par contre, dans voilà, comme le quatrième carton. Le quatrième carton, ils étaient tous mais incroyables. Même Tatum qui enchaînait les passes décisives, qui a arrêté presque de shooter dans le quatrième, qui a juste distribué. Et là, c'était vraiment une équipe. De toute façon, Boston, on sait très bien que si ils commencent à faire des passes et à jouer ensemble en équipe, ils sont très forts. Si ils commencent à vouloir faire des dribbles, des shoots forcés, comme ça, jouer en isolation tout seul et tout, là c'est mort et tout. Donc il faut qu'ils s'inspirent vraiment de ce quatrième carton qui était du premier match, qui était juste incroyable et qui est parfait, franchement, qui résume parfaitement leur niveau de jeu. Donc au TD Garden, il faudra qu'ils jouent comme ça. Et après, défensivement, si ils doivent avoir des points d'amélioration, c'est sur ces switches, quoi. Parce que franchement, le nombre de fois que Curry s'est retrouvé tout seul à 3 points, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe laisser Curry à 3 points. Surtout, tu laisses pas Curry à 3 points lors des finales NBA. Et Curry, quand il est contesté ces derniers temps, faut se l'avouer que Curry, quand il est contesté à 3 points, il en laisse passer. Il en laisse passer beaucoup. Il en met beaucoup à côté. Et du coup, franchement, si tu mets juste une pression sur Curry, peut-être essayer de. Ça il met Udoka de réfléchir à ça. De peut-être sur Curry qu'il n'y ait pas de switch. C'est-à-dire Curry, c'en est un bout en bout. Et tu mets Marcus Smart, marquage à la culotte. Voilà, et après les switches, tu fais les switches sur les autres joueurs. Le problème de ça, c'est que Curry est suffisamment malin pour aller te contester des shoots et te mettre très vite à Marcus Smart à 3-4 fautes. Et en fait, là, tu te retrouves dans la merde parce qu'en 1 contre 1, surtout en plus l'animal qui est Marcus Smart, c'est le genre de mec où en fait de pas switcher, de pas y aller un peu à tour de rôle ou suivant le terrain, c'est le mec qui va te le prendre, ok, marquage à la culotte, ça va faire chier, peut-être que Curry il va finir à 5 points à la fin du premier quart-temps, mais ensuite très vite ils vont comprendre la mécanique qu'il va falloir adopter et il va aller chercher des fautes. Par contre, il y en a un qui est très bon, je pense, pour ça, c'est tu mets un Grant Williams dessus, Grant Williams qui a le caractère pour aller dessus et tout, et lui franchement je pense que Grant Williams, tu lui dis alors il y va directement comme un bourrin. Bon, mais il a en même temps il a cette intelligence. Quand je l'ai vu jouer contre Giannis, il avait l'intelligence de provoquer des passages en force et tout, il y va, quoi. Et du coup, un Grant Williams que tu alternes un peu avec un Smart, donc pas tout le match. Et Smart, après, des fois, peut-être que tu fais rentrer quand, imaginons, Horford sort
où des fois c'est Rob Williams qui est sur le terrain, bah, tu fais sortir Rob Williams, tu fais rentrer Grant Williams, et là ça fait switcher, ça fait reposer un peu peut-être Smart. Enfin, je sais pas, de toute façon, je sais pas. Moi, je pense que la solution pour que l'avantage vous le preniez à domicile, j'ai du mal à trouver. Défensivement, je pense que vous êtes sur le bon chemin dans le sens où, à mon sens, il faut plutôt limiter un maximum Klay Thompson et Wiggins, ce que vous avez très bien fait. Parce que tu sais que Curry, il peut te mettre 27 ou 40 points. S'il est tout seul, il gagnera pas le match. Et moi, je pense que, alors sans lui laisser que des shoots ouverts, mais ne pas faire une surdéfense sur Curry au risque qu'il trouve quand même la solution et qu'à la limite il finisse à 23 points. Mais par contre, de l'autre côté, l'effort que vous avez mis sur Curry, bah t'as un Klay et un Wiggins qui sont à 25 et à 27, tu vois. Là, je trouve qu'à 11 points chacun, à 11, ouais, c'est ça, 11 points Thompson, 11 points Wiggins, ce qui vous a surtout manqué, et c'est là où il faut mettre des efforts, c'est parce que aussi bien défendre ça coûte de l'énergie et l'adresse derrière et l'empathie. Je pense que vraiment c'est à tout prix retrouver l'adresse, que Tatum et Brown se relaient sur des shoots en raquette ou à 3 points, libérer l'espace aussi pour qu'en tête de raquette il y ait des shoots ouverts pour Derrick White ou Smart ou l'un ou l'autre, mais faut vraiment trouver une régularité offensive, et si vous faites les mêmes matchs défensifs, même si Curry reste à 30 points et que vous faites les mêmes matchs défensifs et que vous arrivez à être plus adroit et à varier un peu les shoots, franchement, je vois pas comment vous pouvez ne pas prendre les matchs, parce qu'il vous manque, il vous manque pas grand chose, il vous manque un Al Horford à 10 points, ça peut suffire. Si un Brown est à Tatum, il y en a un à 27 et il y en a un à 23, tu vois. Ouais, sinon là, je viens de penser. Toto Feno qui nous dit pas d'accord avec Gato, Grant Williams propose une défense physique à voir contre des petits gabarits. Bah oui, il propose une défense physique, mais franchement, quand tu le vois, Grant Williams, c'est quand même assez bien déplacé. Après, justement, contre Curry, certes, peut-être Curry peut le manger par ses dribbles et tout, mais si tu mets un Grant Williams qui va venir le gêner, juste rien que le premier quart-temps, limite tu le mets que le premier quart-temps, qui vient le gêner, le bousculer, le provoquer, peut-être qu'il va faire trop de fautes, sérieusement, peut-être qu'il va se faire provoquer plein de fautes et tout, mais juste tu le mets là, premier quart-temps. Tu le fais chier. Curry, tu l'empêches de scorer à 3 points parce que tu le suis et tout. Même t'imposes physiquement. Tu vas prendre des fautes, certes, il va prendre peut-être beaucoup de fautes. Mais moi, je pense que Curry qui commence un match moyennement en se faisant bousculer, il aura du mal à réagir. J'ai vu plusieurs fois Curry, il essaye de se mettre en route dans les premiers cartons, comme ça, et avec des paniers. Il met pas peut-être beaucoup de points, mais il va essayer de chauffer dans le premier carton. Ouais. Et si tu viens lui mettre cet impact physique et tu viens un peu le contrarier, quand tu vois qu'il est contrarié, je trouve que Curry, quand il est contrarié, bah, c'est-à-dire qu'il va faire un match de merde, c'est-à-dire il va être là, ouais, franchement, quand Curry est contrarié, contrarié parce qu'il se fait gêner et tout offensivement, dès le début, et ben après tout du long, je trouve qu'il va faire un match pas terrible. Après peut-être qu'il va ça va, parce que c'est quand même un grand joueur, des fois il va réussir à revenir et tout, mais quand je l'ai vu contrarié par exemple à des matchs où il loupait, il faisait je sais pas combien sur ses shoots, il faisait du 3 sur 16 à 3 points, plusieurs fois il hochait la tête, il était comme ça, c'est pas rage de vaincre, c'est-à-dire en mode putain je le sens pas. Donc si t'arrives peut-être à le contrarier dans ce premier quart-temps en sacrifiant, peut-être c'est sacrifier un Grant Williams, et peut-être ça va le gêner pour la fin du match, ou au moins essayer de le gêner, et après selon ce qui se passe dans le premier quart-temps, t'avises et voilà. Faut que vous fassiez un match de ouf. Le troisième, faut montrer que le Boston, le TD Garden, c'est chez vous, qu'il n'y aura pas la place, et il faut rentrer dans leur tête. Faut vraiment que, parce que si jamais ils prennent le premier, c'est plutôt vous qui allez, c'est peut-être vous qui aurez la pression, parce que s'ils prennent les deux, je pense que vous êtes vraiment capable de dire après, ici c'est chez nous, et de fumer après, le premier match. Boston sous pression, je les ai jamais vus meilleurs que quand ils étaient sous pression. C'est-à-dire que dès qu'il y a la pression et un enjeu sur le match, franchement ils lâchent leur gros match, ils savent, ça c'est important de savoir lâcher les gros matchs au bon moment. Donc le prochain match est déterminant. Je pense que Boston va le prendre, parce que souvent quand
Donc quand tu regardes les séries de Boston, quand ils ont perdu un match, après souvent ils savent réagir. Ouais. Mais je suis pas sûr à 100% de la confiance qu'ils gagnent 2 matchs d'affilée au TD. Parce que justement, je sais pas, ils ont besoin de on dirait qu'ils ont besoin de ce petit stress en mode on s'est fait prendre un match, ben il faut qu'on réagisse. Alors que du coup, là, imaginons, ils gagnent le match. Ben, après le deuxième match, je les vois pas se dire bah allez, on continue comme ça. Je sais pas, je trouve qu'ils ont besoin de cette pression. Et du coup, je pense que ça va faire du coup, ça va faire 2-2. Et après, franchement, cette série, je sais pas si elle est pronosticable. Après, je sais pas. Moi je vois pas la série finir en 7. Je vois vraiment. Là, il y a 1-1. S'ils en prennent un chez vous, je pense que ça finira en 4-2 Boston. 4-2. 4-2. Attends, parce que non, ça ferait 2-2. 3-2. 4-2. Ouais, tu me diras. Non, mais t'as raison, elle est pas du tout pronosticable. Non, franchement, J'ai du mal à. franchement je sais pas parce que je sais pas comment Boston va réagir à domicile déjà. Hmm. Est-ce que parce que on a quand même des incertitudes de Boston à domicile qui ont gagné plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Même si ça reste quand même le TD Garden avec une ambiance Oui. incroyable. Mais est-ce qu'ils vont faire le taf? Voilà, comme j'ai dit, en fait, ils ont besoin de cette pression peut-être de l'extérieur ou je sais pas. Et là, bah, ils ont gagné le premier match. Et au lieu de se dire peut-être, enfin, ils se l'ont dit, c'est sûr, mais inconsciemment, j'ai l'impression que ils en mettent un peu moins quand ils dominent. Ouais. Et du coup, là. Ils vont pas au bout des matchs quand. Ouais, Ils sont pas dos au mur. et voilà. Et franchement, à chaque fois, ils ont besoin de cette petite pression pour lâcher leur meilleur match. Et du coup. Après, là, t'es à 3-4 matchs du titre dont ils rêvent et ils ont travaillé toute la saison. Ouais, Donc, ouais. là, ok, ils ont laissé passer celui de Golden State. Ils ont laissé passer un quart-temps. À mon avis, Boston ne laissera plus passer un seul quart-temps, une seule minute. Là, t'as 2 matchs chez Ouais. toi. Tu peux pas te permettre de laisser un quart-temps sur les 8 que tu vas jouer à domicile. Et après, des autres, ça va être des matchs à couteau tiré. Et là, voilà, c'est que là, c'est plus possible de laisser un quart-temps comme ils ont fait, à rentrer sur le quatrième quart-temps, que tu sois mené de 21 points à la fin du troisième quart-temps. Tu vas quand même chercher les armes parce que tu peux faire un run de 8 et puis derrière tu te retrouves à 13 points, 12 points à 6 minutes de la fin et le match il peut totalement basculer. T'es en finale NBA, il reste plus que ça, il te reste à finir. Pour moi, c'est pas normal. Alors, ils avaient fait le travail. Le premier game, tu dois faire attention aussi aux blessures. Ce serait con que dans un match où en fait finalement au troisième quart-temps tu perds de 21 points et en fait tu sais que derrière bah, ça se trouve à la 3 minutes après, malgré ces 21 points, t'as un Brown ou un Tatum qui reste sur le terrain et qui se blesse. Tout le monde en aurait voulu à Ime Udoka. Mais là maintenant, ces matchs-là ils sont passés. Il te reste 5 matchs maximum. T'en as 2 à la maison. Tu dois gagner les 2. Boston, tu dois gagner les 2. Et si tu gagnes les 2, t'es dans un fauteuil parce que derrière un 3-1 lead avec la saison que vous avez fait, c'est ça en fait. C'est qu'en fait finalement vous avez les cartes en main parce que vous en avez pris un sur les 2. Là, vous êtes obligé de gagner les 2 pour ensuite. Ça, ouais. Mais après, de toute façon, ça va jouer à. Franchement, je pense que ces 2 matchs. Il y aura un match où ça va se jouer à tellement peu. Et peut-être que cette finale va se jouer à ça. Parce que quand tu regardes, le niveau, franchement, franchement, il y a très peu d'écart. Donc Ouais. là, ça va jouer. Les 2 matchs vont jouer à vraiment, mais très peu. Et du coup, je vois pas. À part si Boston vraiment fait les 2 matchs de leur vie, je vois pas Boston prendre les 2 tellement que c'est serré. J'en vois un prendre un prendre un comme ça. Et ça va être magnifique. ouais. On en reparlera lundi ou mardi prochain. On vous tiendra au courant. Ce sera lundi prochain, je pense, de ces matchs-là. Il y en aura eu 2 de plus. Donc on sera à la fin de ces matchs Boston. Je sais même pas si on aura eu 2 de plus. Le prochain est Je passe mercredi. tous les 3 jours. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, il y en aura eu 2 de plus. On sera à la fin du game 4 et on fera une émission pareil à peu près de cette durée sur ces 2 matchs-là à Boston. Merci à toi Gaëtan.